Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Voyager dans les localités du nord et du centre coûte très cher. Les tarifs ont doublé et varient entre 25 000 et 200 000 francs CFA. En aller simple, les routes sont aussi dégradées et les usagers exposés à l'insécurité. C'est ce qui explique la baisse du flux des voyages et des échanges selon des témoignages. Une situation qui impacte sur la cohésion sociale. On en parle dans ce numéro de Grand Dialogue de Studio Tamani. Nos invités sont Mme Maïga Fatoumata Maïga de la société civile de Gao, membre de l'ONG Femmes Initiative de Paix, Mohamed Mahamoud Ould Oumar, agent d'une compagnie de transport, Dr Yacouba Dogoni, analyste politique. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je vous rappelle avant de rentrer dans le vif de cette émission que ce numéro de Grand Dialogue de Studio Tamani est réalisé dans le cadre du projet Prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. 25 journalistes de 7 pays de la sous-région bénéficient d'un cycle de formation organisé dans le cadre de ce projet et bien sûr avec 2 journalistes de Studio Tamani. On commence cette émission par des témoignages de certains voyageurs recueillis par le concours de nos correspondants. Cette route qui relie Gao à Bamako est un calvaire. De Bamako à Hombori, nous avons payé 20 000 francs CFA comme frais de transport. Maintenant, de Hombori à Gao, nous avons encore déboursé 15 000 francs CFA. C'est tout un calvaire que nous avons vécu sur cette route. On ne sait plus que faire, ni de la peur, ni de la faim. Les batteries de nos téléphones se déchargent également. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés et tous ces problèmes sont dus au mauvais état de la route. Une fois quitté Hombori, c'est fini. On nous dépouille de tous nos biens. Téléphone, argent. Souvent même, on nous tabasse. Souvent, nous coïncidons avec les bateaux remplis. Il n'y a pas de place à bord. Ils nous laissent avec nos bagages. On demande une faveur. Les bandits sont sur les voies routières. En bateau, c'est plus rassurant. Sinon, le voyage par bateau est très fatigant. Ça peut durer plusieurs jours. Ces derniers temps, les postes de contrôle de groupes armés se multiplient tout au long du fleuve. Ils fatiguent vraiment les populations. En plus des marchandises, les PNAS assurent le transport des populations, car il n'y a pas une bonne route terrestre qui lie toutes ces villes et villages, surtout en cette période hivernale. Les rackets deviennent de plus en plus fréquents dans toute la région, même dans les cercles de Diré souvent. Ça doit cesser, car l'arrêt des PNAS peut paralyser toute la région et provoquer des problèmes humanitaires et économiques. Vous avez certainement compris, il s'agit là des témoignages des personnes qui voyagent soit par route, par bateau ou encore par PNAS. Est-ce que ces témoignages résument-ils la situation aujourd'hui? Madame Maïga Fatoumata Maïga. Merci beaucoup, Mariam. Ces témoignages... Vous pouvez vous approcher un tout petit peu du micro. Un témoignage résume parfaitement la situation, même s'il y a vraiment d'autres difficultés aussi sur ces différentes routes, pas seulement sur la route Gao, Bamako, Gao, Tombouctou, mais il faut aussi ajouter la route Gao-Labzanga qui va au Niger, mais la route aussi Bamako-Burkina pour contourner et rentrer au Niger. Je crois que ces temps-ci, ça a un peu diminué parce que la question de l'insécurité pour laquelle les gens font le grand tour, ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent et c'est devenu beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment pénible de voyager dans cette zone-là. Mohamed Mahmoud Ould Oumar, vous travaillez pour une compagnie de voyage. Généralement, dans quel état d'esprit les passagers prennent la route? Bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir Studio Tamani. J'aimerais souligner un point. Là où les témoins disaient Gao Hombori, c'est à 20 000. C'était à 20 000. Ça, c'est des temps où la route était occupée entre Hombori et Douenza. Mais maintenant, alhamdoulilah, la route est dégagée. Le transport de Gao à Bamako, c'est 30 000. De Bamako à Gao aussi, c'est 30 000. Revenons aux passagers en question. Les passagers, comme vous l'avez dit, le domaine aérien au Mali, on est un peu en retard.
de la route, il y a un passager, quand il prend son billet, il se met en tête, il prie le bon Dieu, il se met en tête qu'il va arriver à bon port. Bon, côté sécuritaire, ça va pour le moment. Maintenant, c'est l'état de la route. On a énormément de difficultés par rapport à la route, de telle sorte que les passagers font 3 jours, 4 jours sur la route. Donc c'est ça. Cela veut dire que quand vous quittez Bamako, vous faites 3 jours pour arriver à Gao. Effectivement. Mais est-ce que vous passez la nuit? Comment vous faites pour passer la nuit sur ces voies-là? Bon, pour la nuit, il n'y a pas de problème. Quand, par exemple, les bus quittent ici, Bamako, ils quittent généralement vers 4 h du matin. Ils vont dormir soit à Sévaré, soit à Konna. Donc quand ils dorment à Konna, ils se lèvent le matin, ils continuent, arrivés à Hombori ou bien à Gossi, ils dorment. Et c'est au 3e jour, vers 10 h, 11 h, midi ou plus tard 14 h, qu'ils vont arriver à Gao. Alors qu'avant, quand la route était en bon état, ils quittent ici le matin, le même jour à minuit, ils sont à Gao. Vous disiez tantôt que la voie est sécurisée actuellement. Pouvez nous expliquer davantage? Bon, pour le moment quand même, parce que le passager disait qu'on les attaquait sur la route. Ça, c'est les bandits, les braqueurs. Pour le moment, c'est arrêté. Seulement, c'est l'état de la route qui est le problème maintenant. L'état de la route? L'état de la route. On a énormément de problèmes. On dépense beaucoup de millions sur l'état de la route. Yacouba Dogoni, aujourd'hui, une personne qui veut quitter Bamako pour se rendre au centre ou au nord du pays, quel moyen de transport s'offre à lui? Merci beaucoup, Mariam. Donc, je commence par remercier mes co-débatteurs, M. Ould et Madame, et aussi remercier Studio Tamani. Mais j'ai pris également pour que la paix revienne dans notre pays, mais aussi en Ukraine, parce que nous savons très bien qu'une fois qu'il y a des conflits, les groupes aussi profitent aussi de l'insécurité pour pouvoir s'approvisionner en armes et venir vraiment renforcer les positions sur le terrain. Donc là, nous prions vraiment pour que la paix revienne dans le monde. Cela éviterait quand même que les armes se retrouvent une fois de plus dans le Sahel. Bien, les autres ont évoqué la question sécuritaire aussi l'état de la route, mais je dirais que cette situation ne se résume pas seulement au centre et au nord. C'est une situation globale dans tout le pays. Les gens se plaignent de la route Bamako-Kaï, les gens se plaignent de la route Bamako-Sikasso, Sikasso-frontière Ségua. Les gens se plaignent également d'autres routes, d'autres voies qui sont empruntées généralement par des bus et d'autres compagnies de transport. Donc là, il faut vraiment dire que alors, pour voyager au nord et au sud, je pense que les deux intervenants ont déjà évoqué cela, c'est par bus ou bien par voie aérienne. Donc le fait que cette opportunité est donnée aux gens, parce que nous avons constaté depuis un bon moment qu'il y a des compagnies qui commencent vraiment à desservir les régions du nord et même du centre. Je pense à Yunas, je pense par exemple à l'aménagement et aux autres compagnies qui s'occupent de ça, du transport. Mais également, il y a aussi beaucoup de transports, de compagnies de transport communs comme Sonef, comme d'autres compagnies que je connais très bien, alors qui continuent toujours à transporter des gens vers ces différentes régions. Donc, mais il faut également reconnaître que tout ce que les gens ont dit, effectivement, font partie vraiment des réalités socio-spatiales. Parce qu'aujourd'hui, l'insécurité ne se vit pas seulement dans un espace bien déterminé, mais c'est quand même quelque chose qui vit à quotidien et tout le parcours est vraiment truffé d'embûches. Donc, c'est pour dire que même à Kassala, on peut être attaqué à force d'aller dans les régions du Nord. Donc là, il faut comprendre que réellement l'insécurité est là, mais cette insécurité résume vraiment la situation globale du pays. Mais aussi vraiment l'état de la route qui n'est pas du tout profitable. Moi, je me rappelle encore quand j'étais étudiant ou élève à l'Institut de formation des maîtres à Diré, en réalité, nous passons plus de temps que Bamako-Gao, comme on l'a dit M. Ould. Donc il fallait quitter ici Bamako le vendredi pour arriver à Diré, soit le lundi, soit le mardi. Donc c'est pour dire qu'effectivement, que vraiment, c'est une situation qui est globale, c'est vraiment des régions qui sont enclavées. Monsieur Dogoni, je pense que vous avez eu à travailler sur les routes. Quelle explication pouvez-vous nous donner sur la dégradation avancée des routes, notamment celles qui vont au nord? Parce qu'on dit dans les échanges, selon des témoignages, que la route n'existe même plus, qu'il n'y a même plus de traces. Qu'est-ce qui fait ça? Normalement, les routes doivent être entretenues. Les routes doivent être entretenues, surtout que ces routes-là jouent beaucoup vraiment dans la connexion entre le Mali et d'autres pays. C'est vrai que des efforts avaient été faits en son temps, je pense par exemple au régime Ouattara qui avait permis vraiment
désenclaver le côté Gao pour aller jusqu'au Niger, mais aussi avait contribué quand même à désenclaver les pays jusqu'au Sénégal et tout cela. Mais j'ai comme l'impression que les régions du Nord, notamment Sévaré, Gao, a été ignoré. Quelqu'un me disait une fois, parce que quand on voyage, il faut aussi demander aux gens quand datent ces routes-là. La plupart d'entre ces routes-là datent de l'époque de la dictature. C'est que si on peut le dire. Je disais que voilà, Moussa Traoré qui a... De l'époque, le régime de Moussa Traoré. De Moussa Traoré. Mais imaginez, de cette époque jusqu'à nos jours, aucun investissement sérieux n'a été fait vraiment sur la route Sévaré-Gao. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Et aussi, même Gao avait quand même un accès. Mais si vous prenez le cas de Tombouctou, c'est encore plus grave. Donc là, de Gourmakoura jusqu'à Tombouctou, peut-être vous allez voir à partir de Niafonké, vous pouvez voir peut-être une portion de route qui est quand même qui est bitumée, mais qui se limite seulement à la ville de Niafonké. Donc, une fois que vous dépassez Niafonké jusqu'à Goundam, vous ne verrez plus de goudron. Donc, c'est pour dire effectivement que ce problème a demeuré, mais aussi il faut reconnaître que même des tentatives avaient été initiées à son temps par le président à travers un financement de l'Union européenne pour faire la route Gourmakoura-Tombouctou, mais ça a été empêché à travers les ferments djihadistes et tout cela. Et même sous Ibeka, des tentatives avaient été lancées, mais ça ne se soldait pas aussi des assassinats à partir de son pied, ce qui a obligé l'entreprise vraiment à plier bagage. Donc il faut reconnaître que, mais aussi il y a des... Donc équivaut à dire qu'aujourd'hui, l'insécurité fait que est devenue pratiquement une entrave aux travaux. Oui, c'est devenu oui, effectivement, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est aussi l'incapacité souvent de l'État à pouvoir assurer la sécurité sur ces routes-là. Parce que si, par exemple, on avait établi une bonne stratégie de sécurisation, par exemple, des entreprises qui sont là, qui sont engagées sur ces différentes routes pour je ne sais pas quoi, le bitumage et tout cela, ça allait permettre au moins à l'entreprise de pouvoir continuer à travailler. Vous vous rappelez de la route Massina et Diafarabé-Tenenkou, où un ou deux Chinois ont été assassinés par des groupes armés, tout simplement parce que la distance entre le poste de travail et le poste de contrôle était extrêmement longue. Donc là, ça ne donnait pas vraiment la possibilité à l'armée de pouvoir intervenir à tout moment. Donc je pense que c'est aussi des stratégies militaires qui sont aussi défaillantes et qui obligent souvent les entreprises à abandonner le travail parce que l'insécurité tourne autour d'eux. Et ce n'est pas seulement que ça, mais c'est aussi la volonté politique. Parce que les gens ne voient pas trop l'importance de ces routes-là. Imaginez, vous prenez par exemple le cas du chemin de fer qui a été abandonné et même les cheminots sont partis en grève. Certaines personnes sont mortes à cause de cela parce que là, les gens sont partis en grève de faim et l'État n'a rien fait pour vraiment assurer. Tout simplement, il demandait une relance des activités ferroviaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes qu'il faut vraiment dire par rapport à ces routes-là. Et s'agissant toujours des problèmes, le temps de faire réagir à présent Mme Maïga, Fatoumata Maïga, quels sont les risques pour les passagers sur les routes aujourd'hui? Merci bien. Moi, je vais continuer à remercier chacun des intervenants, aussi bien que Studio Tamani. Comme l'a dit Monsieur le Président directeur général de SONEF, la situation sur la route Gao-Sévaré, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'insécurité, mais plutôt la route n'existe pas. L'état dans lequel la route se trouve aujourd'hui est beaucoup plus grave et très dangereux pour la sécurité et des passagers et des véhicules qui sont là-dessus. Maintenant, en matière de sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas de route. Les véhicules sont obligés soit de quitter complètement la route, contourner et rentrer dans les broussailles. Vous comprenez? Ou vous suivez la grande route, vous perdez votre véhicule et les gens qui sont là-dedans. Vous comprenez? Je disais tout de suite que c'est à partir de 2015-2016 que j'ai arrêté d'être sur cette route. Parce que les premiers cas d'incendie des véhicules, c'était le jour où je passais. Et au retour, j'ai coïncidé avec des véhicules de l'aménagement qui sont tombés, les gens étaient carrément dans le sang. Et quand je suis revenu ici, il m'a été interdit de prendre encore la route pour partir. Il y a cela.
Mais il y a une chose que les gens ne doivent pas oublier. Il y a la pose des mines. Sur la route Labzanga-Gao, certaines parties ont été dégradées par les bandits armés. Ils profitent de cela pour en mettre les... Mais il faudrait qu'on parle aussi de la question de raquettes par outrance des représentants de l'État. Ça, il faut que les gens en parlent. Il faut qu'on en parle. Parce que de deux côtés, le mal des transporteurs et des passagers est infini. Il y a cette situation d'insécurité. Il y a les checkpoints des groupes armés, signataires de l'accord, qui dans l'accord est bien stipulé qu'ils vont se mettre avec les représentants de l'État pour sécuriser les populations. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous quittez Bamako, aussitôt que vous dépassez Douanza, vous êtes obligé de payer pour tous les checkpoints et les groupes armés qui sont là-dessus. Ça dépend des groupes armés. Certains demandent 1000 francs, d'autres demandent 500 par passager. Si vous retournez sur l'autre côté... Cet argent est réclamé par passage au véhicule ou au passager? Au passager. Maintenant, ce qu'ils prennent au véhicule, moi, je ne suis pas dans les secrets des transporteurs, je ne sais pas combien ils donnent. Quand vous prenez la route Labzanga et Gao, c'est la même chose, mais ce racket-là, et les groupes armés le font, et les représentants des forces de défense et sécurité le font. Quand vous prenez la route Bamako, Sikasso, Bobo pour tourner, c'est à peu près la même chose. Et moi, je sais que tous ceux qui ont quitté chez moi pour faire le tour, ils vous disent en dehors du prix de transport à Bamako, Burkina, Niger pour rentrer, à peu près c'est 60 000 francs. Mais vous êtes obligé... En dehors du prix du transport, je reformule. Quand un passager prend la route, il est obligé d'avoir 60 000 francs sur lui, 60 000 francs en plus du transport payé que vous donnez pour traverser le pays. Et quand nous avons approché certaines ambassades ici, ils nous ont dit, dites à vos éléments d'arrêter de faire ça, sinon nos éléments vont continuer à le faire. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Ça aussi, c'est une source d'insécurité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous allons revenir au texte de la CEDEAO? Est-ce que, pour que chacun soit très rigoureux par rapport à ce qui se passe, il y a aussi les gens qui ont décidé de vivre de cela. Les gens qui ont les armes, qui ne sont pas des terroristes, mais on les appelle tous terroristes aujourd'hui parce que c'est le mot terroriste qui est à la vogue. Et ils vont couper la route aux gens. Ils prennent l'argent, ils prennent le téléphone. Finalement, on ne sait plus, en tout cas, à quoi faire. Voilà. Là où il y a l'épinasse, par rapport à la région de Tombouctou, je suis désolée, il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment pas de route. Aussitôt que vous quittez Douanza, vous êtes dans les dunes, chacun se cherche jusqu'à ce que vous rentrez à Kabara. Si vous quittez Ségou pour rentrer par Nyono, aussitôt que vous quittez Gomakura, et moi je suis même dépassée parce que je ne sais même pas, depuis 2006, j'ai passé par cette route-là, à partir de Markala, il y avait des trous partout, mais la route n'est jamais finie. Vous savez, les premières citernes qui ont été brûlées, j'ai traversé le pont de Markala avec eux pour aller tenir une réunion sécuritaire à Massina. Le matin, on me dit qu'ils ont été tous calcinés. Donc, finalement, se déplacer au Mali est un véritable calvaire. Se déplacer au Mali est un véritable calvaire, comme il vient de dire. Quels sont alors les risques encourus par les transporteurs, Mohamed Ould Mahmoud? Merci beaucoup. Vous savez que pendant l'embargo injuste qui a été imposé au Mali, qui a plus souffert au Mali, c'est nous les transporteurs. On a fait beaucoup de sacrifices. Il y avait des moments où on faisait des pertes, mais avec tout ça, on a tenu bon pour accompagner vraiment la population. On a fait beaucoup de pertes sur le plan technique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Maintenant que l'embargo est fini, comme Madame l'a dit, c'est l'état de la route. Et Yacouba l'avait signalé, la première route de Sévaré à Gao a été réalisée par Moussa Traoré. Depuis lors, là, aucun régime ou bien aucun pouvoir ne s'est intéressé à cette route. Tout dernièrement, il y a eu le royaume du Koweït qui a financé la route à hauteur de milliards et de milliards. On attend l'application, Inch'Allah. Maintenant, de ce qui est Tombouctou. Tombouctou a fait un goudron de Tombouctou jusqu'à Niafinké. C'était la route Gomakura-Tombouctou.
que dit au mouvement politique, sociopolitique, crise sécuritaire de 2011 a été arrêté. Donc, il n'y a que goudron entre Niafinké et Tombouctou aujourd'hui. C'est le seul goudron qui est dans la région de Tombouctou, qui relie Tombouctou et le reste du pays. Ça, c'est un. Dédé, il l'avait signalé, de Sikasso à Zegwa, il n'y a pas de route. Kaï, aujourd'hui, nous, on quitte Kaï ici 4 heures. On quitte Bomoko 4 heures, on arrive à Kaï à 20 heures. Les gens arrivent à Kaï à 20 heures. Nous sommes les perdants parce qu'on est obligé maintenant d'augmenter notre quantité de carburant. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, le carburant est monté aujourd'hui au Mali. Donc, toutes ces difficultés, les transporteurs font face. Est-ce que ça joue également sur l'état des véhicules? Bien sûr que ça joue. Bien sûr. Tout véhicule qui quitte, par exemple, Bomoko-Gao ou bien Bomoko-Tombouctou, s'il arrive à Tombouctou, s'il arrive à Gao, nous, on dépense plus de 1 million là-dedans. Chaque véhicule, on dépense plus d'1 million. Ça, c'est seulement pour réparer. Laissons carburant, laissons les autres côtés. Donc, vous voyez. Et concernant les raquettes, on a un syndicat, on est en train de se battre corps et âme pour que vraiment, ils laissent les passagers à faire des raquettes. Les affaires d'argent, comme madame l'a signalé, quand il y a 60 000, pour aller au Niger maintenant, aujourd'hui, si tu quittes Bomoko pour aller au Niger, passant par Burkina, si tu n'as pas 60 000 en dehors du billet, tu ne peux pas rentrer. Cela veut dire qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui pour aller au Burkina de passer par le Mali comme on le faisait, passer par le centre ou le nord du pays pour s'y rendre? Aujourd'hui, c'est praticable, mais il y a les raquettes. Les raquettes sont venues depuis le temps de la pandémie, avec la fermeture des frontières. Donc maintenant, les agents fermaient leurs yeux, ils laissaient passer, mais ils prenaient l'argent avec les gens. Aujourd'hui, c'est diminué, mais jusqu'à présent, c'est une monnaie courante. Donc c'est ça. Donc à cause des raquettes, les gens préfèrent aujourd'hui passer par Bamako directement, Burkina ou Niamey, c'est cela? Bien sûr. Mais concernant Bamako, Gao, les gens passent. Les gens n'ont pas arrêté de partir. Malgré l'état de la route, les gens partent. Il y en a qui n'ont pas les moyens de billets d'avion. Aujourd'hui, le transport du billet d'avion, aller simple, Bamako Gao, c'est 168 400. Ça, c'est aller simple. Tout le monde n'a pas cet argent. Tout le monde n'a pas ces privilèges. Donc, il faut obligatoirement passer par la route. Donc, c'est ça. Yacouba Dogoni, malgré tout la situation que vous venez de décrire, est-ce qu'il y a des périodes propices pour voyager selon les moyens de transport aujourd'hui au Mali, surtout pour quitter Bamako en allant vers le centre et le nord du pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en réalité, il y a une forte responsabilité de l'État et de ses agents sur le terrain, mais il y a aussi la part aussi des passagers. Je m'explique. Des situations, des raquettes avaient été évoquées par M. Ould et par Madame. Ces situations de raquettes, les passagers ont leurs responsabilités dans cela. Expliquez. Moi, j'arrive. Parce que déjà, on vous a dit, avec la Covid, vous ne pouvez plus traverser la frontière si vous rentrez dans d'autres pays. Mais puisque vous voulez vraiment aller, vous essayez maintenant de proposer des solutions, des passages. Ça, nous l'avons documenté il y a très longtemps. Ça ne date pas vraiment de la Covid, ça date bien avant la Covid. La question des raquettes, nous l'avons évoquée lors d'une étude de l'UEMOA sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et cette étude avait révélé effectivement les cas de raquettes et de tracasseries sur les routes dans l'espace UEMOA. Et des propositions avaient été faites. D'abord, qu'est-ce que nous avons constaté? Dans un premier temps, au niveau de la frontière, effectivement, les gens ont développé des stratégies de contournement du système étatique ou du système établi par les différents États de l'UEMOA. Vous voyagez pour aller en Côte d'Ivoire, par exemple, vous trouvez que les gens qui sont fréquents sur la route ont double nationalité, je veux dire, ont double pièce d'identité. Une fois qu'ils arrivent au niveau de la frontière, Mali-Côte d'Ivoire, ils sortent les cartes d'identité ivoiriennes, ce qui les permettra maintenant de voyager librement sur le territoire ivoirien. Et le contraire se produit lorsqu'ils sont de retour. Mais est-ce que c'est le même cas que sur les routes du nord du pays? Du moment où, déjà, depuis la crise de 2012, cette partie du pays est fragilisée. Il y a l'insécurité, les groupes armés qui sévissent dans la zone, et il y a les milices d'autodéfense également. Est-ce que ça peut être la même chose qu'au sud du pays? Non, mais la situation, en fait, n'est pas identique. Mais les faits sont similaires.
Et si ce sont les agents, par exemple, de l'État, par exemple, qui font des raquettes, c'est parce qu'il y a eu des stratégies qui ont été mises en place, non seulement par des passagers, mais aussi par les agents qui sont sur le terrain. Je me rappelle une fois, quand j'étais au poste de sécurité de Sikasso, j'ai entendu des conversations que les gens disaient que ça, c'est vraiment l'enfer, quoi. Quand tu arrives à dépasser l'enfer, c'est les postes de contrôle de Sikasso. Parce que là, les gens sont assujettis vraiment à des raquettes. Maintenant, en revenant vers le nord ou le centre, effectivement, à partir déjà de Sévaré, les difficultés commencent. Moi, j'ai été à Bayangara jusqu'à la frontière là-bas, à Koro, et tout ça. Effectivement, ce que nous avons observé, effectivement, c'est la présence des checkpoints établis ou mis en place par des groupes armés ou des milices d'autodéfense, effectivement, qui demandent. Mais ce que moi j'ai observé, moi personnellement avec mon équipe, c'est que là-bas, vous n'êtes pas obligé, ils ne vous enforcent pas vraiment à payer de l'argent. On vous dit seulement, nous sommes là pour la sécurité de la population, donc nous avons besoin aussi de l'argent pour payer des balles et protéger la population. Maintenant, si vous êtes contributeur, vous contribuez, mais si vous n'êtes pas contributeur également, ils ne vont pas vous exiger quand même à payer, mais quand même, il y a une campagne de sensibilisation qui est établie. Maintenant, sur ce que vous venez, je vois, Mohamed, s'il vous plaît, il y a Mme Maïga qui souriait tout à l'heure. Est-ce que devant une milice armée, on peut dire non, je ne paye pas aujourd'hui, comme vous l'avez tantôt dit, ça se passe ainsi sur les routes? Non. Non. Devant une milice, vous ne pouvez pas ne pas payer. Certainement dans le cercle de Bankas, mais pas dans le cercle de Douanza. Vous le payez. Pas sur les routes de Gao. Entre Labzanga, Gao, il est hors question qu'une milice vous demande d'amener de l'argent et que vous ne donnez pas. Il est hors question qu'un gendarme. Parce que maintenant, à Labzanga, il y a la gendarmerie et la police que vous ne donnez pas. Il est hors question qu'à Ansongo, où il y a la police et la gendarmerie, que vous ne donnez pas. Ce n'est pas possible. Quand vous sortez de Gao, je parle sous son contrôle. Aussitôt que vous dépassez le camp, vous trouverez des checkpoints, des groupes armés et aussi les représentants de l'État. Quand vous prenez la route pour monter sur Bourem, c'est la même chose. Quand vous prenez la route pour monter sur Kidal, c'est la même chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est des moments où il faut alerter les décideurs. Si les groupes armés harcèlent les forces de défense et de sécurité, frappent physiquement ceux qui ne donnent pas. Vous comprenez? Ce qui fait que je suis toujours dépassée quand des gens ici à Bamako nous disent « Oui, quand vous faites ressortir toutes ces failles, c'est pour affaiblir la transition. » Je ne suis pas d'accord. C'est plutôt pour renforcer la transition. Parce que la transition va rester dans cette situation avec un soulèvement de la population. Ce n'est pas pour servir la transition. Parce que c'est des cas pareils qui ont fait révolter les populations. Il y a eu un 10 décembre où les représentants du conseil de base des Maliens établis au Niger sont arrivés ici. Leur cri de cœur, c'était comment est-ce qu'ils étaient traités par la gendarmerie, la police de Labzanga et d'Ansongo. Et jusqu'à présent, le problème se pose. Donc, il y a lieu de comprendre que... Mohamed, je vois que vous aussi, vous voulez réagir. Quand un véhicule, quand vous êtes sur la voie, vous faites arrêter, comment vous réagissez? Je vais répondre d'abord à Yacouba. Rapidement. Alors. Oui. Yacouba, ce que la CEDEAO dit dans ce texte, c'est que l'IOMOA dit dans ce texte. Ce n'est pas ce qu'on applique sur le terrain. Je suis au courant de cela. Ça, c'est les faits évidents. Voilà. Je peux dire que parmi tous, nous, on partage nos frontières avec 7 pays. Il y a l'Algérie, il y a le Niger, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie. Parmi ces pays, il y a 2 pays qui ne font pas partie de la CEDEAO, l'Algérie et la Mauritanie. Je peux dire que ces 2 pays-là, les Maliens sont tranquilles, plus à l'aise avec eux que les autres pays qui font l'IOMOA et la CEDEAO. Alors, en venant à notre question, je vais lui répondre. Concernant le système de raquettes, les Maliens sont maltraités au Burkina aujourd'hui, au Sénégal, au Niger, que les ressortissants des Sénégalais au Burkina, au Mali. Nous, on peut dire qu'on
on peut dire que nous, on respecte les textes de la CEDEAO et l'Union plus que parmi tous ces pays. C'est pas là la question, oui. Mohamed. Juste là, quand vous vous faites arrêter sur la route en tant que transporteur aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité de dire non à une milice armée aujourd'hui ou disons à une autorité, les forces de l'ordre sur la route pour dire non, je ne paye pas? Je vais pas contredire madame. Aujourd'hui, la seule milice Bamako-Tombouctou, la seule milice qui a un checkpoint. Attention, vous êtes un PDG des groupe. Oui, oui. Non, on va s'il vous plaît, on va taire le nom d'une milice. Mais est-ce que vous payez ou vous ne payez pas? Moi, je parle sous mon contrôle. Je sais ce que j'ai dit. La seule milice qui est présente là-bas ne prenne pas l'argent avec les gens. C'est une milice, c'est pas une milice. C'est une branche de l'armée. Ce n'est pas une milice. Ce dont madame parle, les milices qui prennent l'argent, ça c'est entre Gao, Labzanga, Ansongo. Mais les forces de sécurité ne frappent pas les gens. Moi, je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas vu. Quelque chose que je n'ai pas vu, je ne vais pas le dire. Ne frappe pas les gens. Pas du tout. Voilà. On vous demande, on regarde vos papiers. S'ils ne sont pas en règle, il y a une pénalité à payer. Mais on ne frappe pas les gens. Mais c'est les braqueurs là qui fatiguent les gens. C'est les braqueurs. Ça, tu n'as pas d'argent, on te frappe. Ça, ils le font. Malgré que ça a diminué maintenant. Avant, ils étaient sur l'axe Gao-Hombori. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus encore. Il y en a un peu qui sont dispersés un peu derrière Gao en allant voir Ansongo. Donc c'est ça. Moi, je vois qu'il y a une incompréhension à ce niveau. Je voudrais ajouter pour compléter M. Ould. C'est-à-dire que souvent, quand on écoute les discours, il faut savoir l'interpréter. Quelqu'un qui n'a jamais emprunté cette route depuis 2015, en réalité ne peut pas être devant les faits accomplis sur la route. Ça, c'est d'abord la première chose que je voudrais dire. C'est-à-dire, il y a des groupes... Mais sauf qu'elle fait partie d'une association, ils peuvent également avoir des retours. Je connais comment évoluent souvent ces associations-là. Souvent, c'est pour dramatiser la situation. Et souvent, ça peut... Oui, mais c'est vrai. Parce que là, si on ne se dit pas la vérité, M. Ould est en face de moi. M. Ould, c'est un transporteur, il connaît la réalité. On va clore ce chapitre, s'il vous plaît, madame. On va juste clore ce chapitre-là. Je voudrais... Non, c'est quand même très important ce que je viens de dire sur l'Abzanga. Je ne parle pas dans le... Et j'aimerais aussi vous faire comprendre que je suis des forces de défense et sécurité parce que je suis fille de cela. Et je suis de la zone. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Vous comprenez? Merci Nous avons rencontré le ministre de la Sécurité pour on va juste clore ce chapitre-là et dire que 2021, ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent que cette émission du Grand Dialogue a été réalisée dans le cadre du projet Prévention. Madame, s'il vous plaît, on va juste... Non, s'il vous plaît. En février 2021, j'étais jusqu'à Labzanga. S'il vous plaît, on va juste avancer. C'est ça également l'idée du débat qui est... On ne peut pas s'entendre sur toute l'harmonisation des points de vue, mais chacun donne également son avis. Je dis simplement que cette émission du Grand Dialogue est réalisée dans le cadre du projet Prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Nous allons évoluer. Quelles sont alors les conséquences de cette situation sur la population locale? Je commencerai par vous, Mohamed. La population est fatiguée. Quand, imaginons, tu quittes Bamako pour aller à Gao, déjà 3 jours d'assise sur une même place, là, vous voyez que ce n'est pas facile. Vu l'état de la route, les balancements des cars, ça c'est déjà côté psychologique, là c'est fatigant. Sinon, à part ça, il y a des points où il n'y a pas d'eau. Tu peux faire 200, 300, 400 km, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Tu es obligé d'amener de l'eau avec toi ici pour subvenir à tes besoins. Seulement, ce que nous on dit, ce qu'on demande en tant que transporteur, c'est de vraiment de revoir l'état des routes. On a un seul problème, c'est l'état des routes. On a un seul problème, c'est l'état des routes. Voilà. Yacouba Dougouni, cette dégradation des routes favorise-t-elle aujourd'hui l'insécurité dans cette zone du pays?
L'insécurité n'est pas seulement vraiment le crépitement des armes. L'insécurité, c'est également l'insécurité sur les routes. Une fois que les gens n'arrivent plus vraiment à voyager tranquillement, ça c'est vraiment de l'insécurité qu'il faut dire, parce que là, les gens ne sont pas à l'abri des accidents et que les transporteurs également ne sont pas aussi à l'abri vraiment des cas d'accidents qui peuvent entraîner vraiment la perte du matériel. Donc il faut vraiment que des réflexions soient vraiment poussées pour vraiment établir vraiment la sécurité sur les routes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vraiment commencer par réhabiliter des routes et aussi penser vraiment à ce que les gens puissent harmoniser vraiment leur comportement vis-à-vis vraiment des règles établies par l'État. Parce que une fois que vous n'êtes pas en règle, déjà vous vous mettez en insécurité. Donc le fait que vraiment vous voyagez avec les enfants, alors c'est vrai que ce sont vos enfants. Les gens sont, d'ailleurs les forces de l'ordre et de sécurité du Mali sont vraiment flexibles dessus. Parce que si vous avez un enfant qui n'a pas encore l'âge de 18 ans, vous êtes obligé vraiment d'avoir un document officiel qui atteste vraiment que c'est vos enfants. Donc là, mais les forces de défense et de sécurité du Mali ne contrôlent pas tout cela. Donc là, elles sont vraiment flexibles par rapport à cette question. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que c'est vrai qu'il faut voyager, mais il faut voyager vraiment dans les normes. Il faut avoir ces pièces d'identité à jour. Il faut effectivement que les transporteurs aussi soient flexibles, parce qu'en réalité, l'autre insécurité, ça vient à l'intérieur même des bus souvent. M. Ould, peut-être, n'a pas été objet de cela, mais parce que j'ai voyagé dans sa compagnie plusieurs fois et je sais très bien comment vraiment il traite. Et ils sont exemplaires dessus. C'est pas pour vraiment flatter ce qu'il fait. Alors, non, j'arrive. Mais il y a vraiment de l'insécurité d'abord à l'intérieur, parce que les allées qui sont dans les véhicules souvent sont occupées. On préfère vraiment mettre des chaises ou bien des bancs là-bas pour vraiment créer de la surcharge à l'intérieur du véhicule. Et finalement, ça crée de l'insécurité. Et ce sont des gens, en fait, à l'intérieur aussi qu'on ne peut pas adresser vraiment la parole. Une fois que vous commencez vraiment à essayer de dire non, à les sensibiliser, ils se disent non, tu n'es pas là pour nous donner des leçons. Effectivement, ce n'est pas ton rôle, mais ils doivent être conscients vraiment du fait que les passagers aussi ont des droits qu'il faut vraiment respecter et préserver également. C'est bien, parce que souvent quand vous surchargez les gens dans les véhicules, en fait ça peut amener aussi des cas de vol qui sont très développés également dans certains bus. Merci beaucoup Yacouba Dogoni. Madame, il y a une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, vous êtes une femme aujourd'hui qui veut prendre cette voie-là. Il y a les raquettes, il y a les bandits sur la voie. Quel risque encourt aujourd'hui une femme à prendre ces routes-là? Merci bien. Comme l'a dit le PDG, depuis la levée du blocus de Boni, cette question ne se pose plus sur le tronçon Quelle question? Hombori, même pas. Konna, Hombori, Douanza. En son temps, oui. Nous avons recensé des cas de viol sur les femmes, des viols collectifs même. Nous l'avons suivi. Et aussi, quand il y a eu le blocus, il y a les véhicules qui contournaient pour aller faire le tour vers Bambara Maoudé, Douanza, Bambara Maoudé pour redescendre, où les véhicules se sont égarés. Et moi, j'ai eu des parents qui partaient à un mariage avec des bébés qui se sont égarés. Et le téléphone n'était plus chargé. Il a fallu que... Heureusement qu'ils étaient dans leur zone, parce que c'est les gens de Hombori, on a donné l'information pour aller les chercher. Donc, c'est des cas très graves là-dessus. Maintenant, je voudrais juste dire que moi, je suis quelqu'un qui est très peu sur la route Douanza-Tombouctou depuis qu'il y a eu la crise. Donc, ces questions, je ne les maîtrise pas. Mais les questions sur la route Gao, Labzanga, Gao, machin, les mêmes problèmes se posent. Les mêmes problèmes d'insécurité se posent pour les femmes, parce qu'il y a des cas où on tire sur les véhicules et des femmes ont perdu leur vie. Alors, est-ce que cette situation, cette dégradation des voies est un frein aujourd'hui à la cohésion sociale? Bon, en tout cas, ça coupe les ponts entre les différentes communautés qui sont restées très longtemps dans le même pays sans se connaître. Ils sont tous maliens, ils ont tous la pièce d'identité malienne, ils ont la nationalité malienne, ils ne se connaissent pas. Alors la dégradation de cette route freine beaucoup la mobilité. Je crois que jusqu'en 2015,
les véhicules quittaient Sikasso directement pour ravitailler Gao en légumes, en fruits, en machin. Ça, c'est presque arrêté presque, parce que j'ai fait le tour du marché en décembre dernier. Je n'ai pas vu autant de marchandises sur le tronçon. Et même ceux qui quittaient le Bénin venir. Moi, quand j'étais petite, ce n'est pas l'igname de Sikasso ou bien de la Côte d'Ivoire que j'ai vu, mais c'est plutôt l'igname du Bénin que j'ai vu sur le marché de Gao. Parce que j'ai dit que je suis un enfant de la frontière. Moi, mon père fut douanier. Donc, c'est plutôt à Lubzanga que j'ai grandi beaucoup. Mohamed, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de... Je comprends votre spécialité de Lubzanga. Alors, en venant à notre émission, il nous reste 5 petites minutes pour clore cette émission de débat. Le temps de faire un dernier tour de table. Mohamed Mahmoud Ould-Oumar, si on doit rénover ces routes-là, ou refaire ces routes-là, ou construire ces routes-là, par où devrons-nous commencer? Que faut-il faire? Bon, je vous remercie d'abord. Je tiens à répondre à madame. Aujourd'hui, aujourd'hui on a commencé Gao Sévaré direct. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on a commencé, il y a un bus qui a quitté Gao pour Sikasso direct. Ça, nous, on a commencé ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Amina, pour vous montrer qu'il y a du mieux maintenant. Maintenant, c'est mon cri de cœur. Bien vrai que la transition est là, la transition ne peut pas tout faire. Et le problème de la transition est venu trouver les pays dans un trou, il faut dire la vérité. Ils ne peuvent pas tout faire, mais ce que je leur lance comme cri de cœur, de revoir l'état de la route. Les 3 régions qu'on a du nord, les 3 régions principales, qui est Kidal, qui est Gao, qui est Tombouctou, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est un manque de volonté. Ils n'ont qu'à essayer de revoir ce qu'ils peuvent faire pour nous, les transporteurs, et pour la population en matière de route. S'ils peuvent nous faire une route Gao-Sévaré, Gomokura-Tombouctou, je crois qu'ils sont là-dessus, ils sont en train de le refaire. Kidal-Bomoko, on veut une route de Bomoko jusqu'à Kidal. Voilà. Yacouba Dogoni, est-ce possible aujourd'hui, malgré la situation d'insécurité, les travaux qui se font toujours arrêter à cause de l'insécurité, c'est possible aujourd'hui de refaire les routes de cette voie-là? Moi, je pense que c'est fondamental, en fait. On n'a pas besoin vraiment qu'on se dise il faut faire ça pour y réaliser réellement. L'État était déjà conscient du fait que s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de connexion entre les populations. Donc là, il faut forcément travailler à ce que cette connexion puisse être établie entre les régions du Nord et les régions du Sud, comme on a tendance maintenant à les qualifier. Mais ça passe également par le renforcement de la sécurité, en fait. Parce que l'entreprise qui sait, c'est vrai qu'en travaillant, on peut gagner de l'argent, mais si on doit risquer également la vie des travailleurs, donc je ne sais pas ce chef d'entreprise qui va vraiment s'engager à faire... à risquer sa vie pour cela. Donc là, il va falloir que l'État joue son rôle, le rôle régalien qui consiste vraiment à sécuriser les populations et les biens, mais également vraiment chercher à rétablir maintenant les routes qui avaient été arrêtées. Parce qu'il y a beaucoup de routes, par exemple, nous avons cité le cas de Gomakura jusqu'à Tombouctou, mais il faut relancer. Nous avons voyagé plusieurs fois sur cette route-là. En réalité, le jour où moi j'ai entendu que cette route va être bitumée, vous savez, moi j'ai pleuré devant mes enfants. Ils ne comprenaient pas, mais c'était de la réalité parce que le calvaire que nous avons vécu, c'est indescriptible. Alors, la dernière question, on est presque là, le temps de faire réagir Fatoumata Maïga. Aujourd'hui, quelle alternative possible pour répondre aux appels lancés par les populations? Les routes ne sont pas faites, mais que faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut voir les coûts des transports? Que faut-il aujourd'hui? Moi, même si je ne suis pas transport, en tant que société civile, même en tant que malienne, je comprends au moins ce qui se passe. Il y a le coût de la vie, pas la vie du Malien, mais le niveau même économique, le contexte économique mondial dans lequel on se retrouve avec les hausses de carburant. Mais la question des transports au Mali n'est pas du tout développée pour un grand pays. Vous prenez le cas des avions, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on a dit qu'il faudrait revoir le système de transport des avions. Par exemple, dans certains pays,
quand vous partez et qu'il y ait les forces 30 secondes alors, on va conclure cette émission. Et d'autres compagnies, on joue sur cela. Ce n'a pas été le cas du Mali. On a transporté les gens à 50 000 francs. Après, ça a été 100 000, mais maintenant, c'est 300 et quelques mille. Donc, ce n'est plus humanitaire. Ce n'est plus humanitaire. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur le thème insécurité quand voyager devient un très coûteux. J'ai compris que nos invités, au moins, ils ont été unanimes qu'il faut de la volonté pour faire les routes qui mènent de Bamako en passant par le centre jusqu'au nord du pays. Je rappelle que cette émission du Grand Dialogue est réalisée dans le cadre du projet Prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Grand merci à nos invités, Yacouba Dogoni, sociologue, Mohamed Mahmoud Ould Oumar, directeur général de SNEF Transport, Madame Maïga Fatmata Maïga de la société civile de Gao. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.